Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Longtemps réclamé, c'est désormais chose obtenue. Le cadre de concertation a été mis en place ce mercredi par le président de la transition. Sur sa mise en place et sa composition, notre rédaction a recueilli des avis d'acteurs politiques et vous les entendrez dans ce journal. Détention de Kassory Fofana et 3 de ses anciens ministres pour détournement de deniers publics, entre autres. Le RPG Arc-en-Ciel envisage de se retirer du cadre des assises nationales. C'était en réunion de crise ce jeudi que l'ancien parti au pouvoir a aussi réitéré la nécessité de désignation d'un médiateur dans la situation actuelle de la Guinée. Et toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, ce sera en fin de journal avec Paul Fatia Tonkara. Chaque 7 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. À quelques heures de cette célébration, le représentant de l'OMS a fait une déclaration dans laquelle il a fait mention des effets liés au changement climatique qui affecte la santé des populations, une manière d'alerter chacun de l'urgence de préserver son environnement. Suivez sa déclaration au micro de Ali Badra Kamara et de Meshak Sanda Kourouma. Cette initiative soutenue par l'OMS vise à promouvoir l'investissement public dans la lutte contre les problèmes environnementaux qui ont un impact sur la santé humaine, tels que la pollution atmosphérique, la contamination des sources d'eau et les dommages causés aux écosystèmes. En vertu de cette déclaration, l'OMS, dans la région africaine, apporte un appui aux États membres pour qu'ils puissent réaliser des évaluations de la vulnérabilité, de la situation et des besoins en matière de santé, pour qu'ils puissent élaborer des plans nationaux d'adaptation de la santé. Je vous le disais à l'instant, le cadre de concertation inclusive tant réclamé par les acteurs sociopolitiques a vu le jour. Dans sa composition, il prend en compte l'ensemble des forces vives de la nation et est placé sous l'autorité du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation qui, à son tour, doit rendre compte au Premier ministre, chef du gouvernement. Des acteurs politiques interrogés si certains saluent ce pas franchi vers la réussite de la transition, d'autres émettent encore des réserves. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. L'absence de ce cadre de dialogue avait entraîné une certaine froideur entre la classe politique et la junte au pouvoir. Désormais, les hommes peuvent se retrouver pour discuter, mais le CNRD et le CNT, 2 acteurs clés de la transition, sont absents. Cet acteur politique craint. Le seul hic que je vois, c'est que je ne vois pas le CNT représenté évidemment dans le cas de concertation, étant donné que ce sont eux qui doivent légiférer. Les acteurs sociopolitiques se sont-ils fait rouler dans la farine? Keyamo Bougola Haba en est convaincu. Le leader de l'Union pour la Guinée nouvelle dénonce cette politique politicienne qui pourrait freiner l'élan de la transition. Naturellement, ce qui est en train d'être fait, bon, je ne pense pas que ce soit la volonté du colonel lui-même, qui, à mon sens, a l'intention d'aider le pays, de faire avancer les choses, mais malheureusement, je pense qu'il est très mal conseillé et c'est les mêmes personnes qui tournent autour qui ont fait en fait tromper ce pays pendant tout ce temps-là. Le dialogue inclusif est censé être un espace d'information, d'échanges fructueux et de propositions entre les forces vives de la nation. Parallèlement, les assises nationales ont été lancées. Tout cela permet, à mon avis, au peuple de Guinée de prendre une bonne direction dans la conduite de notre période transitoire, et cela en espérant en sortir pour ne plus revenir. Le groupe des 58, qui est l'un des principaux revendicateurs de ce cadre de dialogue inclusif, devrait réagir très prochainement. Pendant ce temps, l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux autorités de la transition de définir un chronogramme pour un retour à l'ordre constitutionnel approche à grands pas.
Le RPG Arc-en-Ciel exige le respect du principe de la présomption d'innocence, envisage de suspendre sa participation aux assises nationales et rappelle la nécessité de désigner un médiateur international. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion d'urgence convoquée par le RPG Arc-en-Ciel et alliés. Une réunion qui intervient 24 heures après l'arrestation et le transfert de Kassory Fofana, l'ancien Premier ministre et d'autres membres de son gouvernement à la maison centrale de Conakry. Alseni Bari et Ibrahima Sori Kamara reviennent sur le film de la rencontre. Il est 11h50. Depuis 2 heures, nous attendons. Aujourd'hui, pas d'accès au siège du RPG Arc-en-Ciel pour la presse. Ceux qui rentrent sont les cadres du parti. Il y a des cris à l'intérieur. Nous n'aurons que les images de la porte pour illustrer. La réunion va durer 4 heures. Sont présents Doussou Kondé, Claude Kori Kondiano, Marc Yombono, Domani Doré, porte-parole du jour, et même Bantamasso. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés ne sont pas contents de l'arrestation de Kassory Fofana, Mohamed Diané, Ismaël Djoubaté et Si. Ils fustigent également ce qu'ils qualifient de confiscation injustifiée des biens du RPG Arc-en-Ciel, les documents de voyage et le gel des comptes privés de ses membres. Le collectif RPG Arc-en-Ciel et alliés dénonce ces agissements arbitraires et cet acharnement qui sont de nature à compromettre dangereusement une transition que nous avons toujours souhaité apaiser et inclusive. Pour rappel, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont dès le 5 septembre privilégié la paix et appelé leurs militants au calme malgré l'arrestation de leur champion, le professeur Alpha Condé. Aucune décision majeure pour l'instant, plutôt des menaces. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés exige le respect du principe de la présomption d'innocence et la dépolitisation de la procédure en cours, envisage de suspendre sa participation aux assises nationales, rappelle la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne, invite nos responsables des structures sur l'ensemble du territoire national à instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle. Au même moment où se tenait cette rencontre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, avec d'autres cadres du parti, était en audition à la direction de l'investigation. Justement, sur cette mise sous mandat de dépôt, les avis restent mitigés à Conakry. Si certains citoyens saluent la démarche des militaires au pouvoir, d'autres par contre qui disent observer l'évolution de la transition avec beaucoup de réserves, demandent à la justice de faire convenablement son travail. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Meshak Sonda Kourouma sont allés à leur rencontre à suivre. Au lendemain de leur inculpation, certains citoyens s'exaltent déjà de leur sort. Je trouve que c'est bien. Il a détourné tant de comptes et tant d'Alpha encore, il a augmenté le prix des carburants. Il a dit que si Alpha diminue seulement, il va démissionner. Pourquoi ça? C'est pour souffrance la population de Guinée. Lui encore, il n'a qu'à passer la souffrance dans la prison. Ils sont poursuivis pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Kassory Fofana et Si ont plusieurs fois été entendus par la CRIEF avant d'être inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale. Mais ce jeune voit l'arrestation de l'ancien Premier ministre sous un autre angle. C'est un couteau à double tranchant quoi. Depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités au pouvoir, ils ont dit que la justice sera la boussole de tous les Guinéens. Ce qu'ils ont commencé à faire parfois, il y a des différences dans ce qu'ils font. Cet autre citoyen préfère lui suivre l'affaire en attendant la décision finale des juges. Pour le moment, il y a la présomption d'innocence qui est là. C'est une procédure qu'on a entamée contre eux. Je pense que nul n'est au-dessus de la loi. S'ils sont coupables, qu'ils rendent compte. La justice enquête sur des faits présumés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de corruption et de blanchiment de capitaux. L'instruction judiciaire commencera le lundi 11 avril. C'est après cette autre étape que la justice décidera de leur inculpation ou non.
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a rencontré ce mercredi la Chambre du commerce et plusieurs autres acteurs du commerce autour de la révision des accords sur les prix des denrées de première nécessité. Globalement, les prix sont respectés par les grossistes, ce qui n'est pas le cas chez les détaillants. Des mesures seront prises pour contraindre tout le monde à se plier aux accords. Mamadou Sadio Baldé, explication. Ils sont des grands commerçants, des commerçants moyens, des bouchers, des boulangers, entre autres. Le ministre du Commerce a félicité les opérateurs économiques et les industriels qui s'occupent des denrées de première nécessité pour le respect des engagements sur la diminution des prix convenus en commun accord avec le département. Pour les détaillants qui passent outre, la Chambre du Commerce veillera à l'application de la convention avec le gouvernement. Du sac de riz de 50 kg de riz est fixé à 275 000. Et par endroit, nous avons constaté qu'il y a des revendeurs qui proposent à 280 285 000. Mais c'est des situations isolées que nous allons corriger. Nous allons continuer la sensibilisation. Le ministre du Commerce souligne qu'une équipe composée de l'Association des consommateurs, de la Chambre du Commerce, se chargeront de faire discipliner les détaillants qui ne respectent pas les règles. On va rappeler le commerçant à l'ordre et s'il accepte d'obtempérer, on va le suivre. Mais s'il refuse maintenant d'obtempérer, on pourra prendre d'autres mesures en commun accord avec la Chambre de commerce. Une large diffusion des prix passeront au niveau des médias à l'intention des commerçants et consommateurs. Mais déjà, le sac de riz Siao, par exemple, dans le conteneur, est vendu à 250 000 francs guinéens. Si les gens ne respectent pas les prix, appliquez la gendarmerie. Et au cours de cette semaine, nous allons vulgariser au niveau de la télé, sur toutes les télés qui sont au niveau de notre pays et dans les radios, vulgariser les prix et dans les différentes langues. Je pense que la dernière fois, la communication a été faite en français. Donc cette fois-ci, nous allons tout faire pour parler dans nos différentes langues du terroir afin que tous les commerçants puissent s'approprier et puissent se comprendre. La filière de la boucherie a dénoncé les tracasseries de la douane, une attitude que la Chambre du commerce devra mettre un terme. Prolifération des jus sur le marché en cette période de carême et de ramadan. Ce jeudi, notre rédaction a fait un tour dans les marchés de Conakry. Vous allez le voir, des jus sans date de péremption ont été démantelés malgré la présence sur le terrain des agents de l'Office national de contrôle de qualité et l'Union des consommateurs de Guinée. Certains citoyens mal intentionnés tentent souvent de les tromper. Justin Leno et Ibrahima Souma. Lundi matin, au carrefour Koza, Abdourahmane Diallo, 29 ans, est jeune conducteur de taxi-moto. Dans ses mains, une bouteille de jus sur laquelle il est mentionné cocktail. Pendant quelques minutes, nous l'avons observé nous-mêmes. Ce jus n'a pas de date de péremption. Il y a des jus, ils n'ont pas assez. Il y a de 3 000, 4 000, 5 000. Ce constat, Oumar Kamara lui aussi en a fait assez sur le marché guinéen. Des jus de plusieurs types, parfois moins chers, souvent vendus à la population et les normes ne sont plus une priorité pour les vendeurs. Les enfants quittent à l'école, eux ils prennent ça. Et ils ne connaissent pas si c'est périmé, si ce n'est pas périmé. Et j'entends seulement J. Ils ne connaissent pas si c'est du bon jus, sinon ce n'est pas du bon jus. Ces comportements, le président de l'Union des consommateurs de Guinée explique que les populations peuvent bien contribuer à son éradication. Mais comment ? C'est en vérifiant tout simplement à la base la date de préemption des produits qu'il achète, d'accord, pour effectivement se protéger de quelconque espèce de produit avarié. Et deuxièmement, qu'il sache surtout ce qu'il mange. En Guinée, une loi alimentaire L003 relative à la protection des consommateurs a été promulguée en 2021. L'Office a bénéficié de la révision de la loi alimentaire. Tout contrevenant qui sera pris en flagrant délit paiera de sa forfaiture. L'Office national des contrôles de qualité et l'Union des consommateurs de Guinée sont à la quête des contrevenants. Autre chose dans cette édition, pour une affaire d'une importante somme d'argent, quelques orpailleurs et cambistes de Guinée ont manifesté ce mercredi devant le tribunal de Kaloum. Ils auraient été escroqués par Mohamed Meidi Monsin, propriétaire d'une usine de fabrication de jus, et Mme Aïssatou Diallo, tous deux détenus à la maison centrale depuis plus de 3 mois pour une affaire de 7 millions d'euros. Mohamed Valek Touré et Tierno Sadouba.
Selon ces cambistes, la présumée affaire d'arnaque dont il est question porte sur un montant global de 59 milliards 600 millions de francs guinéens, soit plus de 7 millions d'euros versés entre novembre et décembre 2021 à Mohamed Mossin par l'entremise de Mme Diallo Aïssatou. Alors qu'ils s'attendaient à l'ouverture de leur procès ce matin, ces cambistes et orpailleurs ont été surpris de voir inscrit au rôle de procès intenté contre Dame Aïssatou Diallo par l'homme d'affaires Mohamed Mossin, PDG d'une usine de fabrication de jus énergisant de la place. L'argent qu'on a donné au mois de novembre, décembre, ils ont payé la moitié, le reste maintenant, ce n'est pas payé. Ce qui reste maintenant, c'est 59 milliards et quelques. Ces cambistes et orpailleurs ont manifesté dans les locaux du tribunal de première instance de Kaloum pour demander justice dans cette affaire. Sekou Kaba est celui qui a servi d'intermédiaire entre les cambistes, Dame Aïssatou Diallo et Mohamed Mossin. La dame a approuvé de A plus B qu'il a donné l'argent à Libanais. Il nous a fait habituer à faire travail ensemble. On vient, on les a donné les devises. Maintenant, ils nous donnent ça là en sec. Les secs America Bervelaz là, ils nous donnent ça là. À en croire les plaignants, cette affaire a entraîné l'arrêt des activités de plus de 200 personnes depuis plusieurs mois. Les victimes ont porté plainte contre eux dans plusieurs parquets du pays. Mohamed Mossin est en prison, son usine continue de fonctionner. Les cambistes, eux, chôment depuis 3 mois. Aujourd'hui, là où nous, on est comme ça, là, même gagner notre dépense, c'est les gens, c'est nos amis qui nous donnent. Un versement que Mossin semble ne pas reconnaître depuis. Nos tentatives d'entrer en contact avec les avocats des parties mises en cause ont été vaines. L'audience a été reportée au 13 avril prochain. Lutte contre la désinformation, Avocats sans frontières lance un projet pour l'implication des médias numériques en Guinée et en Côte d'Ivoire. L'idée est de prévenir les conflits et les tensions au sein de la société. La cérémonie de lancement a mobilisé à Conakry. Ce jeudi, le ministère de l'Information et de la Communication, la Haute Autorité de la Communication, des responsables de médias aux côtés de la délégation de l'Union européenne, bailleur du projet. Les travaux seront dirigés sur le terrain par Ablogui, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et activistes du Sénégal, Mamoudou Bouléré Diallo et Alseni Camara pour le résumé de la cérémonie. Avocats sans frontières présente son projet comme un outil de protection contre la mauvaise manipulation de l'information par les internautes. Réussir le pari est synonyme de transformer toute une force du mal en une énergie positive. Impact est un projet qui vise à renforcer la lutte contre la désinformation et les messages de haine qui sont aujourd'hui assez propagés et qui ont un impact négatif sur le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Avec ce projet, nous nous sommes inscrits dans une dynamique sous-régionale en mettant en œuvre ce projet en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous espérons que nos actions auront des répercussions positives dans les pays voisins et contribueront à une amélioration notable de la prévention des conflits à travers les médias numériques. Pour la sauvegarde des droits humains, notamment le droit à l'expression et à l'information, tout en se protégeant des intox, l'Union européenne se donne sans réserve. Pour éviter toute manipulation est fondamentale pour la protection de la démocratie, de la paix, de la sécurité d'un pays. Et donc l'Union européenne est à côté du gouvernement guinéen dans cette lutte contre la mésinformation. Les réseaux sociaux bien utilisés constituent un levier important de dialogue et de contribution. C'est la source de motivation des autorités guinéennes à s'associer au projet Impact. C'est pour ça donc le ministère de l'Information et de la Communication que je représente ici apprécie à sa juste valeur l'action d'Avocats sans frontières. Des séances de formation des usagers de l'information, des études d'état des lieux et même la mise en place d'une plateforme sont prévues pour rentabiliser l'action de l'ONG Avocats sans frontières. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et Africtiviste du Sénégal se mettent en ordre de bataille, dont la base est portée à partir de la Guinée par l'Ablogui.
Trop souvent banalisé l'usage du téléphone diminue pourtant la concentration du conducteur. Des milliers de vies sont perdues chaque année dans le monde du fait de l'utilisation du téléphone au volant. En Guinée, c'est une réalité effectivement. Pourtant, des études ont prouvé que téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Écrire un message en conduisant multiplie par 23 le risque. Reportage d'Yena Bangoura et Ibrahima Souri. 5 Souma. Téléphoner au volant ou encore écrire un SMS, c'est le quotidien de plusieurs usagers. Si certains le font par ignorance, d'autres sont bien imprégnés des dangers qu'ils courent. On n'utilise pas le téléphone en circulation. Oui, parce que c'est pas normal. Des fois ici, les chauffeurs font ça. Moi-même, ça m'énerve. Je veux dire à les autorités de prendre les dispositions pour ça. Dans la circulation, les codes de route sont foulés au sol. Cette image est illustrative. Téléphoner au volant, c'est être ailleurs sur la route. Il y a une déontologie pour prendre le volant. Si vous laissez le volant, vous le conduisez avec une seule main, vous utilisez un téléphone au volant, vous pensez que seulement c'est votre main que vous avez utilisée, vous perdez et votre main et votre esprit de concentration sur la route. Et là, vous serez ailleurs que sur la route. 45% des accidents les plus graves sont dus à la conduite avec un téléphone au volant. Autre fait qui fait basculer des vies en une fraction de seconde, c'est d'écrire un message au volant, explique notre interlocuteur. Vous envoyez un message à quelqu'un. Le téléphone est un outil bien conçu. Il est bien conçu. Dès qu'on vous appelle, vous pouvez garer sur le bas-côté et répondre à votre interlocuteur. Mettez en tête qu'aucun message n'est plus précieux que votre vie. La loi sur la sécurité routière punit le téléphone au volant avec une amende de 100 000 francs guinéens. Sauf que son application fait défaut par endroit. Et puis en région, elles sont différentes comme le jour et la nuit. La nationale numéro 1 Koya Kindia Mamou et la nationale numéro 5 Mamou d'Alaba Pita Labé. Sur la première, les travaux de reconstruction ont complètement changé l'image. Et sur la seconde, les trous béants obligent les conducteurs à passer au garage après chaque voyage. Les réalités de notre réseau routier, c'est un reportage de Mamadou Saliouba et de Aliouba. C'était la boue, la poussière et la galère. Aujourd'hui, sur la nationale numéro 1, Koya Kindia Mamou, c'est un peu le paradis. Les travaux ont beaucoup évolué. À certains endroits, les conducteurs peuvent mettre le pied sur l'accélérateur. C'est un soulagement. Avant, on faisait 5 heures, 6 heures de temps de Conakry à Kindia, voire même 7 heures de temps. Maintenant, comme qu'ils travaillent la route, vraiment ça va pour le moment. On peut faire 3 heures de temps. Avec les travaux, sur la nationale numéro 1, la galère est presque désormais un souvenir. Mais à plus de 20 km de là, c'est une autre histoire. Ici, nous sommes sur la nationale 5, entre Mamou et Alaba. Sur plusieurs kilomètres, le bitume est invisible. Ici, s'enchaîne panne et souffrance. Ce conducteur n'a eu aucun répit. Il a fait crever son pneu dans un trou. Oui, il y a un pneu qui est gâté sur un trou là. J'ai tapé le trou, seulement le pneu l'a éclaté. Vraiment, la route est impraticable. Il y a tellement de souffrance sur ça. De notre côté, nous, on dit que l'État ne veut pas sur cet axe. Depuis hier, à 0 heure, on a bougé à Mamou. Jusqu'à présent, on n'a même pas arrivé à Pita. Avec les trous béants, le bitume complètement défoncé, tout le monde est obligé d'accepter les secousses, les retards. Actuellement, on est en saison sèche, mais vous avez vu avec moi, de Mamou à Dalaba ici, on peut faire 3 heures, voire même 4 heures de temps aussi. Vraiment, c'est impraticable. Là, si ça continue comme ça, si la saison pluvieuse vient aussi, là, on ne sait pas combien de temps on pourra faire ici. Sur cet axe, beaucoup se demandent quand viendra la bonne nouvelle. D'autant plus que sur plus de 50 km, à cause de la route, il est difficile, voire impossible, de franchir les 30 km par heure.
Dans le même cadre, la préfecture de Dalaba, appelée aussi Suisse de l'Afrique, à l'instar des autres préfectures du Fouta, comme Pita, Labé ou encore Mamou, avait bénéficié d'une dizaine de kilomètres de bitume. La pose de la première avait été faite par l'ancien président Alpha Condé. C'est en 2018 que les travaux ont été lancés par l'entreprise Gicopress pour une distance de 12 km. Mais à date, seul 1 km a été réalisé, ce qui met les citoyens et autorités de la dite préfecture dans une grande inquiétude. Suivez. Dalaba est parmi les villes de la Moyenne-Guinée ayant bénéficié de 12 km de route pour le bitumage au temps du régime Condé. Les 10 travaux qui ont été lancés en décembre 2018 par l'entreprise Gicopress sont à l'arrêt. Une situation qui plonge autorités locales et citoyens dans un total désespoir. Rien n'est fait depuis 2018 et ce qu'ils ont travaillé est peu. Nous sommes au bord de la route au moment de la saison sèche. Il y a trop de poussière et la saison pluvieuse aussi, la route est impraticable parce qu'il y a tellement d'accidents aussi. Lorsque l'eau coule en hivernage, l'eau entraîne tout ce qui est comme boue et vient drainer au niveau des caniveaux. Cette situation, nous ne savions par où donner la tête. Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise ou c'est à un autre niveau plus élevé que les travaux ont été bloqués? Les caniveaux sur les artères qui sont retenus pour ce bitumage sont creusés, mais tout s'arrête là. Seulement une partie de la ville a vu la couche du goudron. Les causes de l'arrêt des activités seraient dues au manque de financement, nous explique un cadre de travaux publics basé dans la préfecture. Le fonds de démarrage qu'ils ont reçu, ils sont venus investir. Quand ça finit, ils doivent remonter pour qu'ils puissent avoir un fonds pour redémarrer. En tout cas, ils me disaient qu'ils devaient bientôt reprendre. Face à cette situation, le maire de la commune urbaine de Dalaba a, au nom des populations, sollicité un appui du gouvernement actuel quant à la reprise des travaux, mais aussi de revoir la route nationale Mamoun-Labé. De solliciter auprès des autorités, vraiment d'aider à ce que ce tronçon Mamoun-Dalaba jusqu'à Labé soit revu avant les pluies. Restons en région. À Sangaré, une fillette voit son état de santé se dégrader à cause d'une maladie qui jusque-là n'a pas été détectée malgré les démarches de ses parents. Cette maladie dont elle souffre détruit son tibia depuis plusieurs mois. Ses parents qui manquent de moyens demandent l'appui des bonnes volontés pour sauver leur fille âgée seulement de 3 ans. Reportage Mamadou Pete Diallo et Salifou Lifo Sissé. Et attention, les images peuvent heurter la sensibilité de certains. Mariama Julde Diallo est cette jeune fille âgée de 3 ans. Depuis des mois, elle vit avec une maladie qui ronge l'os de son tibia. La chair a complètement disparu sur cette partie de son pied. Malgré de multiples efforts fournis par ses parents en fréquentant plusieurs hôpitaux, la maladie dont elle souffre n'a pas été détectée. Selon son père, tout a commencé par une douleur que sa fille ressentait. Tout a commencé par une simple maladie. Elle nous disait qu'elle ressentait des douleurs. Ils nous ont dit que c'est une maladie traditionnelle. Nous l'avons envoyée à l'hôpital, mais rien n'a été détecté. Et c'est après quelques jours que cette partie s'est enflée. Cette adolescente, après nous avoir vus, a commencé à pleurer, pensant que c'était des médecins. Elle semble avoir une psychose, vu les nombreux traitements qu'elle a subis. Ne voyant aucune avancée dans le traitement, ce après avoir fait le tour de certains centres hospitaliers, dans leur démarche, on leur a demandé 8 millions pour la suite. Un montant qu'ils n'ont pas eu, et finalement ils ont décidé de faire un traitement traditionnel, et c'est à partir de là que les choses se sont aggravées. On nous a dit que l'hôpital ne peut soigner. Nous sommes partis dans un village lendemain, ils ont mis un produit qui a fait sortir un liquide blanc. Après, nous sommes retournés à l'hôpital. Mais à chaque fois qu'ils mettaient un produit, ils partaient avec la chair. Selon le papa de Mariama Julde, il y a quelques mois, sa fille avait du mal à marcher. Mais aujourd'hui, avec la prise des injections, la fille a pu être sur ses pieds, ce qui a donné un espoir aux parents de la malade. Mamadou Chérif Diallo demande l'appui des bonnes volontés pour sauver sa fille.
C'est parce que nous manquons de moyens que les choses se sont compliquées. Nous demandons donc aux personnes nanties de nous aider, car nous n'avons absolument rien. SOS donc pour cette petite du côté de Sangaredi. Dans un instant, c'est le sport dans ce journal. Vous le savez, comme tous les jeudis, nous recevons sur ce plateau notre spécialiste maison, Paul Fotia. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Binta, bonsoir à tous. Alors Paul, le CONOR lance l'appel à candidature pour le poste de sélectionneur. Et justement, en collaboration avec le département en charge des sports dirigé par Beya Diallo, l'ancien boxeur, le comité de normalisation, la Fédération guinéenne de football, mis en place depuis au mois de novembre passé par la Fédération internationale de football, l'association en abrégé FIFA, a donc lancé un avis d'appel à candidature pour le dit recrutement. La mise en place, l'entraîneur ou le sélectionneur aura donc pour tâche la mise en place d'une sélection nationale, l'organisation et la planification des entraînements, la composition de la liste des joueurs sélectionnés, la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain, l'élaboration des rapports techniques à adresser à la Fédération guinéenne de football. Il aura pour mission essentielle faire qualifier la Guinée aux différentes compétitions majeures organisées par la CAF et par la FIFA, contribuer à la mise en place d'une politique de formation des jeunes, apporter son expérience dans la mise en œuvre de la politique générale et d'émettre son point de vue sur la planification et l'organisation des compétitions nationales et internationales. A préciser que c'est un appel à candidature exclusivement réservé aux sélectionneurs de nationalité guinéenne et résidant au pays et qui parlent également correctement ou indifféremment le français. Une lettre, les dossiers de candidature doivent être composés alors d'une lettre de motivation mettant en avant la connaissance parfaite du football mondial africain, un projet sportif sur 2 ans, un CV détaillé, les copies des diplômes et attestations de formation, une proposition financière détaillée. Encore une fois, les candidatures sont ouvertes exclusivement aux entraîneurs de nationalité guinéenne. Les candidatures se bousculent, la shortlist déjà publiée sur au sein de l'opinion sur les réseaux sociaux est très intéressante puisqu'on y voit la tête de Kamfouri Lapé Bangoura, ancien sélectionneur, Djambobo Baldé, Kaba Diawara, Pablo Thiam également, qui de ces têtes fortes sera donc le prochain sélectionneur du Sili national de Guinée. L'avenir nous édifiera. Football toujours, une formation à l'endroit des encadreurs et éducateurs de Matoto. Seul par la formation, on s'informe et on se transforme. On accumule également, on ajoute de nouvelles perles de connaissances à notre trésor de savoir. C'est par la formation qu'on s'adapte également aux changements et qu'on plante les graines de la moisson de demain. C'est bien l'initiative du district du football de Matoto qui est l'une des plus grandes circonscriptions de Conakry. C'est une formation qui a eu des échos assez retentissants au sein de l'opinion sportive avec à sa tête Ibrahima Sori Diaby Véron, ce gourou qui n'est plus à présenter dans le giron du sport du football guinéen. Le district du football a donc organisé cette séance de formation à l'attention des éducateurs et formateurs de la dite commune. Durant 2 jours, ces techniciens ont été outillés par des experts français. L'initiative vise à contribuer au développement du football à la base qui, en principe, doit pouvoir alimenter le football d'élite. On écoute cet élément de reportage réalisé par Mamadou Bouba et rendu en studio par Djibril-Ba. C'est la mairie de Matoto qui a abrité la partie théorique de la formation de 2 jours et la séance pratique se déroulera au stade Cabinet Kouyaté. On avait un déficit de formation dans notre commune, s'il faut même dans notre pays. Et on s'est dit on ne peut pas aujourd'hui développer le football sans passer par la formation. Quand on a des éducateurs très bien formés, forcément ils vont nous produire des joueurs très bien formés. Et quand on a des joueurs très bien formés, le spectacle sera très beau. Le directeur sportif de l'Académie KPC et un autre expert français ont donné la formation. Il y avait un contenu théorique et pratique sur la méthodologie de la Fédération française de football. Aujourd'hui, c'est uniquement du contenu théorique, une première partie sur la méthodologie appliquée au sein de l'Académie KPC et une intervention avec mon collègue Alexandre Minal sur la préparation physique. Cette formation est venue à point nommé selon les bénéficiaires. Ils espèrent en tirer profit.
Et donc, ce n'est pas facile pour tout le monde pour venir le faire comme moi. Quand même, j'encourage tout le monde de venir le faire parce que moi, quand même, je suis ancien juge et c'est mon rêve aussi d'être éducateur. La formation est importante dans tous les domaines de la vie, mais dans le cadre de l'encadrement des enfants, elle est primordiale selon la direction technique nationale de football. Il y a les blessures, les déchirures musculaires, les arrangements ligamentaires, il y a tout ce qui suit par rapport au problème. À un certain âge, si le dosage de l'effort n'est pas respecté, l'enfant est obligé d'abandonner l'activité. Ce n'est pas bon pour le pays. Ça trouve qu'il a du talent au départ, mais finalement, il n'a pas pu exceller au football de haut niveau. Le directeur communal de la jeunesse se dit satisfait de l'initiative du district communal de football. Il invite les bénéficiaires à faire une bonne restitution auprès de leurs collègues. Parlons de toute autre chose. Paul Chasseminton vers une nouvelle crise à la Fédération guinéenne de volleyball. En tout cas, l'horizon s'assombrit où la météo n'indique pas un beau temps au sein de la Fédération guinéenne de volleyball. 4 ans après la tenue du congrès qui a mis fin à plus d'une décennie de crise, la Fédération guinéenne de volleyball est-elle sur le point de retomber dans ses travers? En tout cas, ces vieux démons sont en train de le hanter et le guettent. Alors que le bureau exécutif assure qu'il n'y a pas de crise, le dernier congrès organisé du côté donc de Mamou est fortement contesté par une frange importante des acteurs de cette famille de volleyball. On écoute Kobele. Kobele, il est au micro de Mamadou Boueba. Nous avons saisi le Comité national olympique sportif, nous avons saisi le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, nous avons saisi la Confédération africaine de volleyball, nous avons saisi la Fédération internationale de volleyball, voilà, et nous avons saisi la zone 2 de l'association de la zone 2 de la Confédération africaine de volleyball. C'est pour dire que nous rejetons catégoriquement, dans sa forme et dans son fond, l'organisation de congrès en catimini que l'équipe sortante de la Fédération guinéenne de volleyball a essayé d'organiser à Farana. Et pire, nous avons entendu dire que certaines ligues étaient présentes dans la salle, ce qui est totalement faux. Et nous avions la majorité des présidents des ligues à Conakry. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont organisé le congrès avec ces entités-là, ce qui est totalement un mensonge. Deuxième chose très importante que nous tenons à communiquer ici, c'est que nous nous battons contre l'exclusion. Faux, il n'y a pas de crise au sein de la Fédération guinéenne de volleyball, retorque le vice-président qui jure sur tous les toits, sur tous les dieux, que cette discipline se porte très bien. Le congrès s'est déroulé conformément aux statuts qui régissent cette discipline. Manda Silla est au micro de Mamadou Boueba. Nous sommes libres de choisir où on va organiser. Et plus loin, ce n'est pas les membres statutaires qui se prennent en charge. On a organisé à Parana, d'ailleurs depuis que nous sommes venus, on n'a organisé aucun événement majeur à Conakry. Le championnat a été toujours organisé à l'intérieur et on a dit que cette fois-ci le congrès se tient à Parana. Oui, la date quelque part, on a dit on organise le 26 et le 27. C'était pour profiter du week-end pour les gens qui travaillent. Maintenant, c'est eux-mêmes qui nous ont rappelé dans la plateforme que l'autre congrès a été organisé le 25. Alors, en dépassant la date du 25, nous rentrons dans l'illégalité. On est revenu à la date initiale, on les a écrits. On les a écrits à temps. Seul Bouquet a manifesté en disant qu'ils ne sont pas prêts pour le congrès. Ils nous ont écrit officiellement. Tous les autres ligues étaient d'accord. Il y a de ces ligues qui ont reçu le transport qui ne sont pas venus. Il fallait venir là où la fédération a convoqué le congrès. Si tu as à discuter, c'est là-bas que tu discutes. Et merci à vous, Paul, pour toutes ces informations. Ce fut un plaisir. Merci, Binta. La rubrique Public Reportage juste après cette pause. Le Soso Bala, mythique balafon du Mandingue, résiste encore à l'histoire et au temps. C'est un des patrimoines nationaux les plus vieux du pays et pas seulement. Seul bémol, les nouvelles générations en savent peu de cet instrument. Un réalisateur burkinabé lui en a consacré un film. L'avant-première, c'était cet après-midi à la Blue Zone de Kaloum. Le compte-rendu est de Antoinette Dédé Onivoui.
C'est un long métrage de plus d'1 heure qui exhume l'histoire de l'un des instruments musicaux les plus mythiques d'Afrique noire, le sosobala. 7 ans après sa réalisation, son auteur se sent soulagé de l'avoir projeté à Conakry en présence de la famille détentrice du bala. Disons que c'est un engagement parce que c'est une promesse que j'ai faite au professeur Namakumba de réaliser le film. Et étant donné que c'est un patrimoine matériel et immatériel guinéen, c'est tout à fait normal que le peuple guinéen le voit en premier avant les autres pays où j'ai tourné. Le sosobala a traversé plus de 800 ans, résistant même à la tempête coloniale. Une projection qui a conquis les cœurs sous les yeux attentifs du ministre de la Culture. C'est l'histoire du sosobala, le balafon mystique et mythique de Soumaoro Kanté, qui est devenu la propriété après de Sundiata Keita, gardée par Bala Faseke, dont la famille aujourd'hui d'Okala de Niagasola est gardienne. On a vu aussi toute l'émotion qui se dégage quand on voit cette famille réclamer de part et d'autre des frontières entre le Mali et la Guinée. Ça veut dire que le patrimoine est à protéger, le patrimoine est à conserver. Et de mon côté, nous mettrons tout en œuvre pour que cela reste ainsi. La salle remplie d'émotions du fait que l'acteur principal du film ne soit plus de ce monde depuis février dernier. Des épisodes dont se souvient ce membre de la famille Kouyaté, actuel propriétaire du sosobala. Donc il y a plusieurs autres qui sont acteurs, mais qui sont décédés aujourd'hui. Ça vraiment, c'est une grande émotion pour moi. Mais je suis très réconforté du fait que ce film a été joué ici pour la première fois. C'est un honneur pour le pays tout entier, mais un honneur pour la famille Kouyaté d'Okala et un honneur pour tous les Kouyatés de Guinée et du monde entier d'ailleurs, parce que nous sommes tous ici de Bala Faseke Kouyaté. Après la projection de cette avant-première, le réalisateur burkinabé a interpellé le ministre de la Culture à plus de présence de films guinéens à l'international, notamment au FESPACO. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.